Une sphère de 50 cm de diamètre revêtue de 3600 cellules photoélectriques destinées à capter l'énergie solaire, c'est le satellite Telstar, dont les 77 kilos ont été à Cap Canaveral confiés à une fusée Thor Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale, la Mondiovision. Il était 3h55 à Cap Canaveral. 10 minutes plus tard, Telstar était sur son orbite. À la station française de Pleumeur-Bodou, près de Lannion, le radar de détection fouillait le ciel. Sous la sphère de matière plastique de 50 mètres de rayon, une énorme oreille métallique de 340 tonnes pivotait pour recevoir ces émissions. Lorsqu'à l'occasion de son 6e passage, le satellite put être capté à la fois par l'Europe et les États-Unis, la première émission de télévision transocéanique prévue à Andover, aux USA, devenait possible. Pour la première fois, une image de télévision était transmise en direct d'un continent à l'autre. Ça a duré 7 minutes. Et pendant 7 minutes, avec un son parfait et des images parfaites, en noir et blanc bien entendu, eh bien, on a été comblé de joie. Et je me souviens avoir vu pas mal de techniciens qui avaient des larmes aux yeux. Il faut bien voir, toute cette opération Telstar a été faite au pas de charge, au pas de course. C'était, je dirais, un petit programme Apollo des télécommunications. Il fallait réussir ça le plus vite possible. Et là, c'est toujours le moment un peu miraculeux. Hein. Dans un labo, tu as des moments d'excitation comme ça, quand tu fais de la recherche. Tout d'un coup, tu mets tout en même temps et tu te dis, bon Dieu, ouais, ça y est, ça marche, hein, on a un signal, ouais, c'est génial, ça y est, ça a marché, tout a collé. Et là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Pour nous, c'était le premier, l'image. Et on dit, tiens, tout un monde nouveau qui s'ouvrait. Et Telstar, le nom est resté dans la tête de tout le monde. Telstar. Moi qui étais, étant adolescent, passionné de Jules Verne, quand j'ai été nommé à Pleumeur-Bodou pour réaliser ce qui a été fait, pour moi, c'était vraiment l'aboutissement d'un grand rêve, hein, ça c'est sûr. Au début des années 60, personne ne pouvait imaginer que Pleumeur-Bodou deviendrait la figure de proue des télécommunications spatiales en France. Ce petit village de Bretagne allait pourtant vivre une extraordinaire aventure liée à l'implantation du Centre national d'études des télécommunications à Lannion. C'était l'époque où à Paris, il était beaucoup question de décentraliser les administrations ou de déconcentrer Paris en tout cas. Si bien que le CNET, qui était à Issy-les-Moulineaux, mais il n'était pas question de radio, mais à l'époque, il était question uniquement des laboratoires de recherche du CNET. Que Pierre Marzin, un Lagnonnais, il dirigeait le CNET. Et ce que Marzin m'avait dit, de l'électronique, l'informatique, tous les trucs en nique, là, c'est l'avenir de Lannion. Donc il le disait de façon, comme était Marzin, c'est-à-dire de façon très abrupte et très... Oh ben Lannion, moi c'est mon pays, c'est là qu'il faut que ça se fasse, et voilà quoi, c'est une raison suffisante. Monsieur Marzin, alors. Monsieur le Président, nous l'avons vu, le CNET ne peut plus se développer dans la région parisienne. Il doit donc chercher une deuxième implantation en province. Et voici pourquoi, moi je vous propose la Bretagne, en particulier la région de Lannion. C'est d'abord que c'est une région qu'il faut absolument industrialiser si on ne veut pas qu'elle meure. Et le CNET servira de moteur à une décentralisation industrielle plus vaste. Ensuite, la main-d'œuvre y est abondante et excellente. J'ajoute qu'il n'y a pas de pollution atmosphérique, ni radioélectrique, et ça, c'est très important pour nos travaux. Enfin, puisque c'est mon pays, je peux bien vous dire que le site est extrêmement agréable, aussi bien pour les chercheurs à venir que pour les familles, et ceci est très important, surtout par rapport à la région parisienne. Bon. Monsieur Marzin, vous avez le feu vert pour Lannion.
Beaucoup de gens à Issy-les-Moulineaux ne croyaient pas du tout à l'histoire de l'Agnon, qu'on pensait être une lubie de Marzin, et que donc beaucoup de gens disaient « ouais, ça va tenir 6 mois, 1 an, et après tout ça va se casser la gueule ». Donc c'est pas la peine de chercher à aller y travailler, parce qu'on n'y croit pas, quoi. Ça marchera jamais. Dans un bled pareil, dans un trou au fin fond de la Bretagne, ça marchera pas. Nous nous sommes dit d'une façon générale que c'était un apport précieux pour l'avenir de l'Agnon. Bon, ce n'était pas tout à fait l'avis de certains. Bon, dans certaines tendances, on considérait que avoir quelque chose comme le CNET à Lannion, ça pouvait être source de danger en cas de guerre, ça pouvait être un objectif militaire, donc il y a eu certaines réticences. C'est encore la guerre froide, hein, c'est encore la guerre froide, donc nul ne peut dire ce qui va se passer dans l'avenir. Pourquoi pas une 3e guerre mondiale? Рождение новой эпохи не было обставлено сколько-нибудь помпезно. 4 октября 1957 года слово «спутник», существовавшее в русском языке с незапамятных времен, Personne n'avait vu arriver l'ère spatiale, évidemment pas les Américains qui en 57 bricolé des petites fusées pour l'année géophysique internationale, mais pas davantage les Soviétiques. Si en 1957 les Soviétiques ont une grosse fusée, c'est pas du tout pour lancer des satellites, c'est parce que Staline voulait lancer des bombes atomiques à 10 000 kilomètres sur l'Amérique, et c'est pour ça qu'il avait fait construire cette énorme fusée. Quand les Russes ont lancé le premier satellite Spoutnik, qui évidemment a été médiatisé énormément, hein, bien que n'étant pas très utilisé, mais enfin, il faisait bip bip et tous les gens disaient c'est le premier satellite artificiel de la Terre. Tout le monde pensait que l'Amérique avait 10 longueurs d'avance sur le plan technique sur l'Union soviétique. Donc tout à coup, c'est le communisme qui rattrape le capitalisme. C'est complètement affolant. Et avec, en 61, le lancement de Gagarine, c'est vraiment le coup de grâce. Les Américains vont être piqués au vif avec cette histoire qu'ils ne seront pas les premiers à lancer un satellite. Donc automatiquement, même certains aux États-Unis vont parler d'un Pearl Harbor, disons, électronique ou de télécommunication, parce que ça va vraiment les obliger à réagir extrêmement vigoureusement. Une des raisons du retard américain dans l'espace, c'est qu'a priori, l'espace, c'est pas capitaliste. Hein. C'est-à-dire, ça répond à aucun intérêt, à aucun marché d'aller conquérir la Lune, de faire tourner un satellite, sauf dans le domaine des télécommunications. Et là, effectivement, c'est l'industrie américaine qui se précipite et qui est tout de suite opérationnelle. C'est pourquoi le satellite artificiel semble offrir aujourd'hui le moyen le plus efficace pour réaliser un réseau de communication à l'échelle du globe. Toute cette opération Telstar, c'est un défi politique, défi que l'Amérique se lance à elle-même et qu'elle lance à l'Union soviétique. C'est seulement en relevant ce défi que peut être effacée l'humiliation Spoutnik, puis l'humiliation Gagarine, parce que ces deux humiliations ensemble, eh bien oui, elles mettent en danger je dirais, l'équilibre des empires entre Moscou et Washington. Le premier satellite vraiment utilisé pour faire de la transmission d'abonné à abonné, de studio de télévision à studio de télévision, c'est évidemment Telstar. Telstar, ça veut dire le téléphone des étoiles.
Au moment où Telstar s'apprête à ouvrir la voie des télécommunications par satellite à l'échelle du globe, en France, l'administration des PTT ne parvient pas à mobiliser les investissements nécessaires à l'amélioration de ses réseaux téléphoniques. D'un côté, il y avait beaucoup de crédits pour construire une station qui peut-être allait fonctionner, et de l'autre côté, il n'y avait toujours pas les crédits pour donner satisfaction aux abonnés du téléphone. Il y avait une boutade qui circulait, on disait en 1960 qu'il y avait côté téléphone 2 catégories de Français. Ceux qui attendaient la ligne et ceux qui attendaient la tonalité. Dans tous les cas, on n'avait pas le téléphone. Les Américains, ça les faisait énormément rire parce que quand ils venaient en France, ils constataient que dans les restaurants et les cafés, le téléphone était situé au sous-sol à côté des toilettes, quoi. Donc pour eux, ça montrait bien comment les Français considéraient le téléphone. C'est une situation qu'on pourrait dire indigne d'un pays industrialisé, du niveau économique de la France à cette époque. Il y a vraiment un décalage entre le niveau global de l'économie et de la société française et le niveau de son téléphone. Pierre Marzin est vraiment l'homme qui a sorti la France de cette situation. Il a décidé de sauter une génération de développement du téléphone et de passer directement du téléphone ancienne mode au téléphone numérique. L'avenir des télécommunications passe par l'espace. La France, dans ce domaine, en est encore à ses balbutiements. Pierre Marzin comprend qu'il peut tirer parti de l'affrontement Est-Ouest et permettre ainsi à la France de s'insérer dans la compétition que se livrent les deux superpuissances. Avec le soutien de la NASA, il met tout en œuvre pour convaincre les deux géants américains de l'électronique, la société AT&T et les Bell Labs, d'associer le Centre national d'études des télécommunications à leurs expériences. Dès le printemps 1961, la NASA donc a signé des accords avec la France, mais également avec l'Angleterre, pour lancer ces expérimentations de téléphone et de télévision par satellite. Pour tenir ce délai du 10 juillet qui avait été fixé par la NASA, parce qu'un satellite, ça ne se lance pas comme ça sans préavis, le CNED s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Construire une station en 15 mois, entre avril 61 et le 10 juillet 1962, qu'il fallait trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'était d'acheter une station américaine. Et là, c'est un grand pragmatisme également de Pierre Marzin. Il aurait pu dire « nous allons attendre, nous allons construire une technologie strictement française pour que notre honneur soit sauf et dialoguer avec les Américains avec nos propres technologies ». Il ne fera pas cela, il signe un accord qui fera que les Américains vont apporter en France les technologies nécessaires pour établir ces premières liaisons. Les États-Unis ont construit une station d'émission et de réception à Andover, dans l'État du Maine, pour entrer en contact électrique avec les satellites. L'antenne est protégée du vent et des intempéries par un radome en matière plastique. Elle peut pivoter horizontalement et verticalement pour suivre le satellite dans son évolution, comme le télescope d'un astronome suit la course des étoiles. Il y a dans cette opération un double avantage de coopération avec les Américains. C'est tout d'abord d'être dans le coup, donc de communiquer sur le fait que le CNED qui vient d'arriver en Bretagne est en mesure de réaliser une opération extrêmement prestigieuse rapidement. Donc le jeu en vaut la chandelle. Hein. On peut sans problème accepter cette petite soumission aux États-Unis pour arriver à ce résultat. Et puis en même temps, et ce sera le cas d'ailleurs pendant
pratiquement toute la décennie des années 1960, il y a le processus d'apprentissage. C'est en travaillant avec les Américains que les jeunes ingénieurs français se forment au quotidien, vont apprendre les nouvelles technologies. Ça fait gagner un temps fou à la recherche française. Aujourd'hui, c'est en Bretagne que l'on bâtit les demeures où va poursuivre ses travaux l'avant-garde de ces savants explorateurs. Et c'est vers elle que se dirigent ceux d'entre nous qui se sont donnés pour tâche de vaincre l'espace. Pierre Marzin, c'était quand même un breton, pour commencer. Donc, quand il a mis quelque chose dans sa tête, il fallait que ça aille au bout. Et je crois que quand il a décidé de mettre Plumeur-Baudou à Plumeur-Baudou, près de Lannion, c'était pour des raisons techniques et humaines. C'est-à-dire qu'il voulait un peu, disons, améliorer le sort des Bretons ici, qui n'avaient plus de débouchés industriels du tout. Je pense que c'était quelqu'un qui était, comme un certain nombre de Bretons, je dirais, un peu tripal. Il avait la Bretagne dans ses tripes, hein, et il avait l'Agnon aussi dans ses tripes, je pense. Et donc il était prêt à tout pour qu'il se passe quelque chose dans son pays d'origine, je pense et il a fait ce qu'il fallait pour ça. Et grâce à lui, l'Agnon, qui était de 7000 habitants, actuellement est de 21 000. On serait resté petite cité ordinaire, vivant au rythme de son marché du jeudi, de sa fête de carnaval de tous les ans, et puis Lannion serait resté petite ville de province. Et finalement, c'est devenu, non pas un phare, mais c'est devenu un point de repère. Et quand le Radome s'est implanté, j'ai suivi ça de près, si bien que j'allais presque tous les jours voir le chantier. Alors j'allais dans la lande et j'ai photographié le Radome en construction. Et mon petit gars, quand il a commencé ses premiers mots, c'était le Radome à papa. Dans la lande immuable, où l'on n'en finirait pas de dénombrer les épaves abandonnées par un passé souvent inexplicable, aujourd'hui s'est posé quelque chose qui ressemble à une épave du futur. C'est bien la voix de maman, hein. Oui. C'est émouvant. C'est-à-dire pour arrêt, je sais pas quoi. Pardon, Béranger. Oui. C'est émouvant d'entendre. Et puis on va voir le ballon. Ce ballon parmi tous ces herbes. Les arbres au fond, les peupliers, on y voit au fond là-bas. Oui. Ah oui, c'est émouvant. Surtout 50 ans après. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Le contraste. Là, ici. Il y en a toujours un comme ça au musée. Oui. Il y a toujours une maquette. Et là, quand tu vois cette petite ferme là, avec le Radome derrière, j'ai conscience que le monsieur et la dame qui sont là, qui vivaient isolés avant, tout d'un coup, ils sont en direct avec le monde entier, quoi. Eux n'en ont pas conscience non plus. Moi non plus, j'en avais pas conscience. Le Radome à papa, il est devenu le Radome à tout le monde. Un Radome qui a été l'image symbolique de l'Agnon et de la Bretagne. Donc, garder les traditions, pour moi, c'est ça symbole, le Radome et les dames du pays en coiffe du Trégor. La réplique d'Andover fut installée à Plumeur-Baudou, petit village de Bretagne. Sa situation à la pointe ouest de l'Europe, son éloignement des sources de parasites industriels en faisait un lieu idéal pour ce projet. Sous la responsabilité de la Compagnie Générale d'Électricité, architecte industriel de la station, les travaux de construction se déroulèrent dans un temps record de moins de 10 mois.
En juillet, août, rendez-vous compte qu'il fallait faire l'acquisition de 110 hectares pour qu'on fasse au débroussaillage au mois de septembre et au premier coup de pioche à partir du 1er octobre pour essayer de respecter les délais qui avaient été impartis aux entreprises pour faire Plumeur-Baudou. En l'espace de 6 mois, tout ça c'est sorti de terre. Ici c'était une lande, il n'y avait rien tout était à faire. Et c'est là justement que le radom a commencé vraiment. Et je suis monté là-haut aussi demander s'il y avait du travail. Et ils m'ont demandé quand vous voulez commencer. Et ils m'ont dit demain si tu veux. Tu viens demain. Et tout de suite, je ne sais pas, sortant de la ferme, ils ont dit, ils ont pensé, ça doit être des gars valables, mais sans certificat, sans rien, ils m'ont embauché comme ça. Ils ont demandé des volontaires pour venir faire un radom, en Bretagne. Qu'est-ce que c'était un radom? Personne ne savait rien. Alors voilà, j'ai atterri ici le 16 au matin, là, j'ai travaillé là. Oui, il y avait 400 ouvriers quand même, à un moment. Et on tournait le jour et la nuit. On avait toujours du béton à faire, tout le temps. Sans arrêt. Là, ça bougeait. Là, on n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. Ça a été froid. Il faisait froid là-haut, oui. Ouais. Moi, dans ma cabane, sur la bétonneuse, là, il faisait pas chaud. Et on voit aussi de la boue, oui, parce qu'on en a eu de la boue à côté. Là. Mais c'était l'hiver, il fallait... Ouais. Ah oui, on avait eu les mains gelées, là. Tout ça se faisait dans un pêle-mêle, ce qui paraissait désordonné, mais qui en réalité n'avait qu'un but, c'est d'arriver à échéance au mieux avant les Anglais qui préparaient la même opération en même temps que nous. Dans la compétition entre l'Angleterre et la France, la construction de la station anglaise de Goonhilly est largement en avance. Les Américains promettent alors aux Britanniques l'exclusivité de la diffusion des premières images transmises par Telstar. Tenus à l'écart de cet accord, les Français ne relâchent pas leurs efforts. Le premier radom, le gonflage du premier a eu lieu le 13 mars 1962. Et le 29, il y a eu rupture. Et puis voilà, il est parti en vrille et en morceaux, il a fallu le récupérer. Je descends la côte tout doucement, d'un seul coup, merde, j'ai perdu la boule, il n'y avait plus rien, plus de ballon. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'arrive dans le chantier, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le ballon, il s'est ouvert en deux. Mais c'est qu'il y avait du matériel que les Américains avaient déjà monté au milieu. Et puis le rail autour. Oh là 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 là, branle-bas de plomb, les Américains ont fait venir un wagon complet de couverture pour plier tout ça, parce qu'il ne fallait pas que ça prenne de l'humidité, rien du tout. Alors il y a eu du bordel, il y a eu du matériel là-dedans. On a récupéré tous les morceaux. Et donc là, avec le technicien américain qui était là, on a réparé, fait avec de la colle, les lits, etc. Même le coup de fer à repasser pour cautériser un peu la chose. Et on l'a remis en place, je crois que c'était le premier jour d'avril, On l'a regonflé. Et je peux dire aussi même qu'on a regonflé le moral du personnel en même temps. Ça, c'est sûr. Les gens étaient quand même un peu affolés, quoi, un peu par tout ça. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire, quoi, hein. C'était vraiment quelque chose qui leur paraissait, je sais pas, quelque chose à la fois de mystérieux et puis un grand branle-bas qui ébranlait sûrement toute leur vie, quoi, hein. On entendait dire des tas de choses, quoi. C'est un truc nucléaire, c'est un truc militaire, enfin bon, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je pense qu'il n'y a pas eu assez de travail d'explication. Et puis bon, c'était peut-être pas très facile à expliquer. Et puis on voyait quand même ces grands chantiers où les gens comprenaient pas grand-chose.
Bon, c'était pas évident, je pense. Hein. On entendait tellement parler de ces trucs-là. Oui, s'il y a une guerre, on sera les premiers à être visés. Mais j'ai dit, il faut laisser courir, on verra bien. Je dis, c'est pas le plus près qui sera le plus touché. Non. Ils se demandaient que c'était un truc comme ça. Et quand ils ont su que c'était pour relier, faire une liaison entre l'Amérique et le machin pour la télévision, alors là, ça commençait déjà à s'assouplir un petit peu. Mais c'est méfiant, les Bretons, hein. C'est pas sûr qu'aujourd'hui, une station comme Plumeur-Boudou pourrait se mettre en place. Puisqu'on voit, lorsqu'on veut mettre un pylône pour une antenne WiMAX, c'est pas possible. On est à cette époque-là où on pense que la science va résoudre beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on vous dirait non, on ne peut pas mettre ça, il y a un principe de précaution, il ne faut pas que ça émette des ondes, alors qu'à cette époque-là, on ne se préoccupe pas du tout de ça. Et d'ailleurs, quand on voit le chantier, quand on voit les ouvriers qui travaillent, ils sont sur ces structures métalliques, sans protection, ils sont à l'aise là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles, je pense, à comprendre pour une personne, disons, d'esprit d'aujourd'hui. On a vu installer le rail avec une précision extrême. On a vu l'extraordinaire balai des monteurs mécaniques qui couraient dans les structures de l'antenne pour la monter. À cette occasion, d'ailleurs, les Américains ont été très impressionnés par le professionnalisme des monteurs français, qui d'ailleurs ont monté l'antenne en des temps inférieurs à ceux de Andover. Ça me fait assez drôle de me rappeler les bons souvenirs qu'on a passés là, malgré que le danger qu'il y avait. Parce qu'on travaillait sans filet. On nous amenait les pièces par la grue. Et on assemblait d'abord la première pièce, la seconde et ainsi de suite. Mais le plus dur, c'était quand même là-haut. Donc plus il y a de hauteur, plus il y a de danger. Donc on n'avait aucune protection. Et là, on marchait debout comme sur une bouteille. C'est comme dans un cirque. On était, comment je dirais, équilibristes. Hein? Puis il ne fallait pas avoir peur. C'est pour ça qu'on nous a nommés voltigeurs. La France a construit ce gigantesque radome et ça a été une opération mais menée avec acharnement. Les Français, pour arracher le marché contre les Anglais, avaient assuré des délais, etc. Enfin, c'est une épopée, cette construction, parce que c'était un enjeu essentiel et l'Amérique l'a été très forte parce qu'elle jouait de son atout naturel qui étaient ces grandes sociétés capitalistes. Au mois de mai 1962, les chances de finition de la station à temps pour le lancement du satellite ne sont que de 10% pour la date fatidique. Rien n'était prêt. Enfin, il y avait les évaluations de fin de travaux se plaçaient plutôt vers le 15 août que à la mi-juillet. Donc, il y avait de fortes probabilités pour que les Anglais parviennent à faire la première retransmission avant les Français. J'avais la chance de rentrer d'Amérique. Donc l'américain m'était devenu familier. Et en 62, 60, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient anglais. Même très peu. Donc j'étais la seule femme. Et je ne me suis pas occupée de la technique, non. Mais comme il est arrivé au moins 50 ou 60 Américains, eh ben, je les accompagnais où il fallait. Là, c'est la construction. Là, c'est le bureau. Là aussi, le téléphone. Et la première transmission. Et alors, c'était passionnant, cette construction extraordinaire. Tout le monde venait en courant. Il y avait toujours de la gaieté. C'était
c'était pas aller au boulot, c'était enthousiasmant de coopérer. Et du reste, si vous visitez, ce que j'espère, ceux qui le peuvent, ce musée, c'est extraordinaire de voir cette oreille gigantesque. C'était fabuleux, pour capter le satellite, le premier, Telstar. Oui, ça, c'était extraordinaire. Le trois quarts du temps, moi, j'étais dehors, mais je suis quand même rentré dedans pour voir comment c'était. À un moment de liberté, je suis rentré pour voir comment ça s'est construit. Et on voyait cet entonnoir là, qui se tournait comme ça sur lui-même, puis qui tournait sur un axe. C'était vraiment fabuleux à voir. Hein. Ça, c'était tonnerre. Et trucs comme ça, ça se voit qu'une fois. Hein. On ne voit pas ça ailleurs hein, qu'à Plumeur-Baudou. Je me souviens que ça t'avait impressionné la première fois que tu l'as vu tourner. Ah oui. Le 7 juillet, c'est la première fois qu'on a vu tourner l'antenne. Quand on voit cette masse qui a toujours été fixe pendant tant de mois et qu'on la voit tourner, franchement, et surtout qu'on la voit tourner avec autant de précision et j'allais dire de majesté. Donc oui, c'est vraiment très très impressionnant. L'énorme antenne de 54 mètres de long et 30 mètres de hauteur peut faire un tour complet en 3 minutes. Sa masse de 300 tonnes circule sur 2 rails de 50 mètres de diamètre. Le cornet tourne grâce à une roue dentée de 20 mètres de diamètre. Ces 2 mouvements combinés lui permettent de suivre le satellite, quelle que soit sa vitesse et son orbite. Et l'antenne a fonctionné exactement le 7 juillet. Et le satellite a été lancé le 10 juillet. Donc vous voyez que c'était vraiment inquiétant de voir ça. Les derniers jours, ça a été vraiment un affolement général parce que tout le monde n'était pas prêt. Et plein de gens ont travaillé donc le samedi et le dimanche. Et le lundi, la station était prête. Nous sommes le 10 juillet 1962, il est 9h48 du matin, heure française. Et voici l'ambiance qui règne dans la salle des télétypes de Plumeur-Baudou, près de Lannion, où les techniciens français suivent, seconde après seconde, l'annonce de la réussite du lancement d'un nouveau satellite, le Telstar. On savait par les Américains que le satellite marchait bien, et il y avait beaucoup de monde dans la salle de contrôle, dont des journalistes, des techniciens et M. Marzin. Et un journaliste a demandé à M. Marzin, est-ce que tout ça, ça va marcher? Et il a répondu, mais oui, il faut. Je crois que le plus anxieux, c'était quand même le directeur, M. Marzin, qui nous a dit à un moment donné, eh, les gars, faut pas que ça crame, faut pas que ça foire. Parce que si ça foire, j'ai mon sac. Et à partir de 10h le soir, heure française, il restait encore 2 heures, ça on le savait bien entendu, et ça a été long, et plus le temps passait, plus c'était long. Les dernières minutes ont été absolument horribles. On était chacun dans son coin, dans les starting blocks, en croisant les doigts, et en attendant que, avec impatience et anxiété, le moment où le passage se ferait. Dans la cabine inférieure, située sur l'antenne elle-même, on reçoit les ordres du bâtiment central.
L'antenne prend sa place à l'élévation et à l'azimut indiqués par les calculateurs. Pour le cerveau-mécanicien, c'est toujours l'équilibre entre la précision et la stabilité. Alors, ce 11 juillet, il y avait bien sûr tous les gens qui avaient participé au montage de cette antenne, enfin dans la partie électronique qui était les commandes, bien sûr. Alors ici, c'était les gens des BELAPS qui ont fait la poursuite d'antenne. C'est eux qui ont conçu le système cerveau-mécanisme, qui est un chef-d'œuvre. Et ce soir-là, ils savaient que ça allait réussir, ou presque, mais ils attendaient ça avec impatience. Et ça, c'était long. Il y avait une ambiance considérable, c'était quelque chose de formidable. Tracker de commande sur boucle conférence 1. Tracker de commande. Pointé au point initial de levée du satellite. L'heure de la mise en exploitation approche. Les regards étaient fixés vers les écrans, on attendait, tout le monde se regardait. Je dirais qu'il y avait un certain silence, dû au fait que la tension était palpable. On attendait la minute, et ça se jouait à la seconde près. Et quand à 0h47 est apparu, ça a été un cri formidable. Mais il fallut aux techniciens de Lannion plusieurs secondes pour se rendre compte qu'ils avaient bien devant leurs yeux, en direct, l'Amérique. L'image est apparue sur les écrans et il y a eu un grand cri dans la station, bien entendu. Les gens riaient, criaient, et j'en ai même vu qui avaient les larmes aux yeux. Tout d'un coup, l'image apparaît, un hurrah se déclenche dans la salle, les gens se lèvent, se serrent la main, se congratulent. C'était là, c'était fait, ça marchait. Tout marchait. Il fallait que tout marche pour arriver à cette petite image sur un écran de télévision. Là, c'était vraiment la joie, le rayonnement, et je crois que c'était la récompense à tout ce travail qui a été fait dans les mois qui précédaient. C'était de la satisfaction interne. Les gens étaient là, on dit tiens, Plumeur-Baudou devient quand même une capitale des télécoms, quoi. C'était la fête, c'était étonnant. Enfin, une joie extraordinaire, comme on n'en voit sans doute qu'une fois dans sa vie. C'était formidable. Je trouvais ça techniquement sensationnel, humainement, sans être scientifique. Je trouve ça formidable de voir qu'on puisse transmettre des images, le son, ok, pas de problème, mais l'image à travers l'Atlantique par un satellite qui est gros comme une pomme là dans le ciel et que tout arrive à Plumeur-Baudou dans le même temps. Et surtout, lorsqu'on a reçu l'image, c'est de voir que ça pouvait continuer, que c'était pas simplement une expérience, que désormais c'était le trait d'union qui existait. Et c'était l'époque où tous les satellites sont nés, Telstar et tous les autres qui sont venus après. Et moi j'étais bien content d'y être, d'avoir vécu ce moment. Et à chaque fois que je passe devant le radome, une petite émotion de songer que derrière, sous ce gros ballon, au fond c'est la vie du monde qui passait par là. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'autant de choses complexes allaient fonctionner aussi bien en même temps. Ça, je le dis, et je crois que je partage l'opinion de tous les autres qui travaillaient avec moi. Heureusement, la station marchait vraiment très bien. Et au moment où le satellite a franchi l'horizon, et même un tout petit peu avant, grâce à la réfraction atmosphérique,
toute la station est passée en poursuite automatique du satellite sans intervention des opérateurs. C'était tellement au point que ça a marché tout seul. Le satellite, la première fois, a été reçu par les engins. L'homme a été, disons, il y avait eu un pari ici à la grande antenne d'un Américain contre la machine. Il a perdu son dollar, et son dollar a été affiché pendant très longtemps à la cabine inférieure, ici sur la grande antenne. Le dollar, c'était un pari. Un pari que la grande antenne serait toute seule capable de trouver Telstar. Trouver un satellite avec une ouverture de rayon de 2/10 de degré, ça paraissait pas évident. Et pourtant, elle l'a faite. Elle a gagné le pari. Pierre Marzin a lui aussi remporté son pari. En réussissant cette première mondiale, la station de Pleumeur-Baudou s'est imposée comme la tête de pont des télécommunications spatiales en Europe. C'était un pari considérablement risqué sur l'avenir, puisqu'on avait mis beaucoup d'argent pour expérimenter un système qui peut-être n'aurait pas fonctionné. Pierre Marzin, effectivement, n'avait pas l'habitude de demander à quiconque l'autorisation de faire des choses. On a dit, j'en suis pas sûr, mais on a dit qu'il avait demandé à personne l'autorisation de faire Pleumeur-Baudou. Or, ça avait coûté une somme folle, et la réponse à la question que lui avait posée un journaliste le soir du jour J, « Est-ce que tout ça va marcher ?», la réponse totale, c'était « Il faut que ça marche, sinon je vais en prison ». Oh, je ne sais pas si, à l'époque, on mettait en prison les gens qui jonglaient un peu avec les finances publiques. Je ne crois pas que ce soit encore le cas, d'ailleurs, tellement. Mais non, c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que Marzin a lancé l'opération en camouflant un peu les risques financiers. Je crois qu'on est parti, je ne sais plus combien, sur un certain budget, et puis à l'arrivée, je crois que ce budget a triplé ou quelque chose comme ça. Bon, objectivement, il a pris certaines libertés, mais je crois que le résultat a parlé pour lui, et puis qu'il y prenait un certain plaisir. Je crois que cette manière aussi de s'affranchir, dans certaines limites, encore une fois, il ne faut pas non plus exagérer ce qui s'est passé. En tout cas, cette forme de liberté, d'indépendance, lui donnait auprès de ses équipes un grand prestige. Ben, c'est la nuit même de la première réception. En tête du journal, on a mis la photo de la première réception sur l'écran par Telstar. Et ici, voilà, Pleumeur-Baudou qui a battu les Anglais. On s'était histoire de se marrer, parce que les Anglais n'ont capté l'image qu'une heure ou deux après. En fait, d'une part, ça a fait rigoler tous les techniciens de Pleumeur-Baudou, vous imaginez. Et l'erreur anglaise était une erreur minuscule. Les ondes qui arrivaient de Telstar étaient polarisées et l'antenne de Goonhilly Hills n'était pas connectée sur la bonne polarisation. Autant les Anglais étaient des suivistes des Américains sur tout ce qui était politique, sur tout ce qui était position, affaires étrangères, etc., et que nous, en France, on se targuait d'une indépendance très importante. Autant quand on était dans un laboratoire anglais, on voyait que du matériel anglais, alors que dans les nôtres, on voyait que du matériel américain, quoi. Donc c'était quand même... Ça montrait qu'on n'était pas très, très fair-play, je peux dire, sur le sujet. Les Américains étaient satisfaits de ce qu'ils avaient fait. Nous étions satisfaits aussi parce qu'on avait largement participé. Et puis on se disait, ça y est, ça marche, c'est à nous, on continuera, on va l'exploiter. Et ça, personne ne pouvait nous l'enlever. Alors on a fêté ça les jours suivants. Et de voir ces Américains-là, ça me rappelait la fin de la guerre, la libération avec les Américains. Et je sentais qu'on vivait un autre événement qui était une victoire, comme cette première victoire. Et j'ai eu cette impression.
Une étape importante vient donc d'être franchie. Avec plusieurs satellites identiques à Telstar, il sera désormais possible de suivre quotidiennement dans son fauteuil des émissions venues d'un autre continent, en direct de New York ou de Tokyo, le plus simplement du monde. Faisons en sorte que la radio et la télévision puissent jouer comme un lasso qui permettra de brider ce cheval lancé ventre à terre et de marcher au pas avec lui. Non, vous n'avez pas rêvé. Vous étiez bien en liaison directe avec Tokyo et ceux qui font entrer dans le fait cette communauté mondiale de la télévision sont là près de nous. This transmission is being sent to Europe via the Relay Communications satellite. Here follows a visual record of the events following the assassination of President John F. Kennedy. The body of President Kennedy was returned to the White House early this morning. A Marine escort preceded the Blue Navy ambulance up to the White House driveway. J'ai fait une collection de timbres là-dessus. Les premières années de Plumeur Baudou. C'était des enterrements. Il y a eu Kennedy, il y a eu le pape, il y en a 3 ou 4 comme ça. Par exemple, pour le pape, on a travaillé pendant 4-5 jours parce que la fumée blanche sortait pas. Donc, et on recommençait. Les Américains voulaient savoir si le pape il était élu. Bon, il y a eu la mort de Kennedy, donc, et puis après, on a vu Lee Oswald se faire tuer en direct dans la pièce, dans le couloir plutôt que dans la pièce. C'est devenu vraiment significatif de la mondiovision, c'est surtout pour les événements. Les événements comme les Jeux Olympiques, les matchs de foot, où il y avait une distance entre qui n'était pas avant. Avant, il fallait attendre que la bobine soit transmise, alors que là, ça devenait d'un seul coup la porte à côté. Le 19 octobre 1962, le général de Gaulle, président de la République, arrivait à Plumeur-Baudou. Il inaugurait la station spatiale qui avait reçu les premières images émises de l'Amérique par satellite artificiel. Il va de soi que ces rapports directs, constants, établis entre des continents, grâce à tout ce qui se fait ici, en même temps que cela commence à se faire ailleurs, et pour les rapports entre les hommes, pour leur compréhension réciproque, pour leur amitié, quelque chose qui sera probablement décisif. Le jour vient où il sera bien difficile d'imaginer la guerre, quand tous les hommes, où qu'ils soient, seront en contact direct les uns avec les autres, se verront tels qu'ils sont et se comprendront. Autrement dit, seront les uns pour les autres des hommes. À défaut d'avoir œuvré dans l'intérêt de la paix mondiale et d'une fraternité plus étroite entre les peuples, le satellite a tout bouleversé en matière de téléphonie et de télévision. Telstar est donc le véritable précurseur des satellites de télécommunications actuels, et le radome de Plumeur-Baudou symbolise cette étape décisive de la course à l'espace. Telstar,
c'était rien comme satellite, en plus un petit satellite de défilement, un émetteur d'une puissance dérisoire, c'était un pipi de chat qui nous arrivait du ciel et il fallait avoir une immense antenne pour espérer le recueillir. Effectivement, c'est saisissant de voir aujourd'hui, il y a je ne sais combien de centaines et de milliers de satellites de télécommunications là-haut, et qu'il suffit de prendre une antenne plus petite qu'un parapluie, de mettre ça et puis de recevoir les images. Mais c'est vrai que, imaginez ce qu'avait Lindbergh sous le capot pour traverser l'Atlantique. C'est ça qui fait la valeur incomparable de la première et de l'exploit qu'il ne faut jamais oublier au moment où tout ça se banalise jusqu'à être à notre service sans même qu'on y fasse attention. Quand on voit cette prolifération de progrès des télécommunications, nous, on est contents, on est ravis parce qu'on dit qu'on y a participé aussi. Donc, on a conscience, nous, d'avoir été un des maillons de cette énorme chaîne qui a permis d'obtenir des télécommunications de haute qualité maintenant. Ah, quand je suis sorti dans la nuit, il y avait une belle nuit étoilée et je regardais les étoiles et je me suis dit, il y en a une étoile qui vient de passer et qui nous a apporté vraiment beaucoup de joie et beaucoup de succès. Well, that's the end of the first phase of the exchange of programs between the television networks of the United States and Canada and the European Broadcasting Union. Today, this is an experimental transmission. But in a few years, intercontinental television... Allô Paris, ici New York. Nous sommes en direct par satellite des États-Unis vers l'Europe. 5, 4, 3, 2, 1...